Salut à tous et bienvenue sur Jab Life pour notre hebdomadaire boxe Jab & Hook, épisode 18. Je suis avec mes compères habituels pour la boxe. Comment ça va, Dylan? Salut, ça va et toi? Ça va, ça roule. Comment ça va, Kabir? Ça va au top. Merci, vous les gars. Ouais, ça roule, ça roule. Bon, on va pas se mentir, les gars, cette semaine, c'est quand même une semaine très sous le signe du MMA avec Cyril Gane, bien sûr, samedi soir, qui sera contre Tom Aspinall pour la ceinture des lourds de l'UFC. On sera en live, je vous le répète, sur YouTube, commenté sur Jab Life avec Aldric. Mais bon, on va essayer de faire exister un petit peu la boxe quand même, déjà parce qu'il y a un combat de boxe chez nous, en France, avec un désespoir français, et puis un combat de lourd important avec une des figures aujourd'hui et un potentiel challenger pour le champion Alexander Usyk. Donc on va parler de tout ça en deux grands thèmes dans ce Jab & Hook. On va commencer par la France, les gars. On va commencer par Bakary Samaké, qui sera ce samedi soir au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois. C'est contre le Vénézuélien Alejandro Ortiz. 25-0, 24 KO, 24 ans pour le Vénézuélien, mais on va en reparler pour le coup de ce profil. Bakary, 18-0, 10 KO en carrière, 22 ans, on rappelle. 14e mondial box rec, numéro 1 WBC désormais, on va en reparler aussi, et qui défendra donc sa ceinture WC Silver. Pour le coup, bon, ils n'ont peut-être pas calculé au moment où ils le font, mais c'est samedi soir à Levallois et Cyril, il est à Abu Dhabi. Ils vont pas beaucoup exister, les gars, Bakary, là, ce samedi soir. C'est malheureux pour lui, mais bon, Ouais, écoute. Vas-y, vas-y. ouais, comme tu le disais, ça va être compliqué en termes d'actualité, enfin, sport de combat France, de pouvoir rivaliser avec tout ce qui se passe à Abu Dhabi. Et on en parlait même un peu en off. Globalement, il y a beaucoup de moyens même qui ont été mis en termes de communication pour pouvoir mettre en avant ce combat. Et donc, forcément, c'est très différent de l'anglaise. Bien que Bakary, ça reste un visage de la boxe anglaise en France. Et je pense que c'est un combat de plus qui va lui permettre d'avancer dans cette posture-là. En termes de timing, on va dire c'est la faute à pas de chance. Mais donc, je pense que c'est un combat qui va quand même être. Je pense que le Palais des Sports il va plutôt être bien rempli, que le combat va être regardé. Mais en termes de timing, bon, à part si vous avez un double écran, je vous le souhaite. C'est sûr que à regarder entre un combat de boxe où l'enjeu il reste quand même assez mineur et potentiellement un très très gros fight avec Cyril Gane et son adversaire. Donc ça peut être une grosse enfin ça peut être compliqué à switcher quoi. Bah, surtout Dylan, Parker Wardley en face, parce que si t'es fan de boxe, tu regardes Parker Wardley. Enfin, je suis désolé, hein, mais je pense que si t'es vraiment fan de boxe, tu regardes pas Samake Ortiz, mais après, je peux me tromper. Si tu regardes pas le MMA et que tu regardes la boxe à la place, c'est que tu regardes Parker Wardley, hein, pour moi, mais bon, qui est quand même non, un autre niveau. mais pour le côté grand public, tu vois, je leur conseillerais presque de faire une Canelo Kovalev. C'est-à-dire que tu vois, tu fais durer ta soirée pour que ton main event avec Bakary soit après le combat de Cyril. Après, Histoire de en France, on est spécialiste de ça hein, pour faire finir les soirées à je ne sais pas quelle heure avec des entr'actes, des happenings avec des danseurs, des cracheurs de feu. J'exagère, je sais pas comment ça va se passer. En général, c'est plutôt bien déroulé en plus les soirées côté IBC. Mais en vrai, ouais, à voir. Mais ouais. En tout cas, c'est un combat qu'on va regarder s'il n'y a pas le main event en parallèle, ouais. Et puis, ouais, bien sûr, il y a Parker Wardley, on va en parler puisque ce sera notre deuxième thème avec le point sur les poids lourds dont parlait Dinal. Ça, ce sera à Londres ce samedi soir également. Mais bon, donc ce combat, avant de rentrer aussi sur ce qui se passe avec ce classement WBC, notamment pour Bakary, mais ce combat-là en soi, les gars, vous en attendez quelque chose particulièrement? Je disais, le Vénézuélien Alejandro Ortiz, c'est 25-0, 24 KO. Ça paraît, sur le papier, ça paraît toujours pas mal. 123e mondial box rec, donc ça, c'est le classement mathématique, on vous rappelle, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose parfois. Par contre, sur ces 25 adversaires, moi je l'avais souligné direct quand le combat a été annoncé, il y en a 4 qui avaient un bilan positif. C'est quand Ouais, même un bilan un peu en trompe-l'œil, Dylan, hein, quand on regarde ça. Il sort d'une victoire par TKO au premier round, pareil, tu dis waouh, et puis le combat d'avant, KO au deuxième, waouh, KO premier, waouh, KO premier, et puis tu regardes, donc t'as un mec en 9-3, bon, après t'as un mec en 3-10, en 17-30, et le dernier qu'il a affronté c'était en 7-29. En fait, j'ai aucun problème moi avec. Enfin, c'est comme ça que fonctionne la boxe depuis toujours. Le côté, on gonfle les CV justement pour avoir des gros chiffres et pouvoir prétendre à les plus gros fights et prendre un peu plus d'oseille, tout ce que tu veux. Mais là, la communication autour du fight de Bakary. Alors oui, je sais qu'il faut vendre les combats et qu'il faut machin et tout, mais c'est d'une malhonnêteté sans nom. Ouais, hyper dangereux, 25-0, 24 KO. Oui, non, mais d'accord, mais les gars, enfin, encore une fois, normalement, il est censé être sur les prélims d'une carte de Bakary en main event. Voilà, en termes de niveau, on va être honnête, et je trouve ça dommage
que ce soit pour une ceinture WBC contre le mec qui est classé numéro 1 WBC dans la KT. Enfin, Bakary, il est encore jeune, donc il en a encore à cette étape-là de sa carrière, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que comme il a été vachement mis en avant et médiatiquement et qu'il a pris du poids, bah, ce genre de fight, enfin, là, on en est à un moment de sa carrière où c'est peut-être plus possible, quoi, le match-up. Enfin, je Ouais. sais pas. Et c'est la remarque qu'on avait faite lors de son précédent combat, en fait. Ouais. On s'était dit il lui fallait plus d'adversité par rapport aux ambitions qu'il a, parce que j'ai bien peur que en se positionnant comme numéro 1 WBC, donc potentiellement très fortement challenger pour le titre, si tu continues à avoir des combats entre guillemets d'activité, aussi bien rendus qu'ils soient, faut le dire, tu as juste à creuser un peu. Quand tu regardes, effectivement, tu vois 25-0, tu dis ah Mm. ouais, on a vaincu deux invaincus qui s'affrontent, c'est un truc de ouf. Mais comme le dit Dylan, quand tu creuses et que tu vois qu'en fait, les mecs que l'autre a affrontés, c'est des mecs, malheureusement, des faire-valoir qui ont 3 ou 4 fois plus de défaites que de victoires, tu te dis, c'est pas ce genre d'adversaire-là qu'il faut pour pouvoir prétendre à un combat pour le titre. Donc ça, c'est un match-up qui fait que ça peut vite être un cadeau empoisonné parce que ça va gonfler, 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 gonfler sa hype. Et le jour où il tombera contre un vrai lard, parce que justement là, il est numéro 1 WBC, mais quand tu regardes ceux qui sont en dessous, tu te dis que bon, s'il les affrontait, avant même de penser à la ceinture, s'il affrontait déjà ceux qui étaient en dessous, ça pourrait être déjà très compliqué. Et donc voilà, c'est pas forcément le bon plan de se mettre en avant avec des combats comme ça à ce moment-là de la carrière. Puis repart en arrière. Tu vois, par rapport à El Moussaoui, il repart en arrière. Depuis Mm. El Moussaoui, la qualité des adversaires baisse. Et moi, c'est ça qui me surprend aussi. C'est que là, c'est quand même son 19e combat pro. Quand il a combattu contre El Moussaoui, on s'est dit, ah bah c'est vraiment passage de flambeau. En mode, bon, maintenant c'est sérieux, la carrière de Bakary, tu bats El Moussaoui, tu deviens vraiment, en France, c'est toi le boss. Et derrière, bah du coup, tu peux commencer à aller à l'international, chercher des noms. Tu peux, en plus, enfin, il commençait à avoir un partenariat avec Top Rank, apparemment, en copromotion. Donc, tu as un truc international. Bakary, il a un profil qui peut plaire n'importe où dans le monde. Bon, je pense qu'il parle pas anglais, mais ça se corrige. Par contre, en termes de boxeur, ce physique improbable qu'il a, ultra musculeux, ultra élancé, cette boxe hyper féline, hyper élégante, tout ça, ça marche, tu vois, c'est vendeur à l'étranger et tout, donc t'es pas obligé de prendre des petits fights, entre guillemets. Et ce fight-là, pour moi, c'est un step back. Et à ce moment-là de sa carrière, quand il vient d'être classé numéro 1 WBC et qu'il est à son 19e combat pro, qu'il a toujours pas de défaite, ça fait mal. Ouais, ça, donc faut mettre les pieds dans le plat, hein. Le classement numéro 1 WBC, pour ma part, en tout cas, c'était une grosse incompréhension. Cataclysme. Très, très, très grosse incompréhension. Et bon, on peut être content, hein, pour les combattants français. Moi, je souhaite absolument que le maximum de combattants français soient champions. C'est samedi à l'UFC. Mais aussi, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi une légitimité à avoir. Et voilà, encore une fois, au-delà même de l'adversité, le fait d'avoir catapulté et d'avoir, entre guillemets, viré. Juste pour information, hein, ce mois-ci, au classement WBC, il y en a un qui s'est fait sauter du classement. C'est qui? C'est Boots. Boots, il est au fil dans le classement WBC. Donc, même pas dans le top 15. C'est-à-dire qu'ils l'ont sauté du top 15. Alors que dans toutes les autres orgas, il est classé. Et du coup, tu te dis, c'est bizarre. WBC, donc l'un des sur peu les mecs les plus légitimes, le plus fort de la KT sur le papier, il est pas dans le ranking. Mais par contre, bah voilà, même si Bakary il est invaincu, mais c'est un combattant qui n'a pas encore beaucoup fait de combats à l'étranger, qui n'a pas encore eu de grosses opportunités pour un titre mondial régulier. Et il est numéro 1, tu te dis, bon, un peu bizarre quoi. Ouais, c'est Boots, il dégage du classement parce qu'il a pris le titre intérim WBA. Donc, on sait toujours, comme d'hab, hein, c'était passé avec, Ouais. avec Christian aussi. Quand tu prends la route d'une fédé, bah, l'autre fédé te dégage de la sienne. C'est Délire, ouais. les petits arrangements de la boxe. Avant qu'on rentre aussi un peu plus dans le détail de ce classement, parce que c'est intéressant, ça raconte aussi beaucoup de ce qu'est la boxe aujourd'hui et pourquoi parfois elle manque de lisibilité. Mais une réflexion sur ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire que je pense, moi, grand respect toujours sur ce que fait Issa Samake pour essayer de faire de la promotion de la boxe en France. On sait à quel point ce sport Oui, oui, oui. il va mal. Et il a beaucoup fait avec des événements, même quand il a fait boxer Bakary à Châtelet, dans un concert de Gazo, des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui mettent l'œil sur la boxe. Et ça, j'apprécierais toujours. Mais je pense qu'en fait, à la, on est à la limite là de ce système-là. C'est-à-dire que tu peux, tu dois pouvoir ramener meilleur que Alejandro Ortiz en termes de classement, en termes d'expérience, d'adversité qu'il y a eu. Ça doit être possible. Mais c'est compliqué quand même, parce qu'on sait qu'en France, bah, ramener des mecs, c'est compliqué. On n'a pas les bourses pour, on n'a pas l'économie pour, on n'a pas le public qui va acheter des billets pour. C'est difficile. Donc j'ai l'impression, moi, ma réflexion, elle va sur le côté.
pense que maintenant, il faut s'expatrier. Il faut aller chercher des combats contre des mecs un peu plus solides ailleurs. Oui, ce ne sera pas chez toi, ce ne sera pas, sans doute pas sous l'égide de Samaké Promotion. Donc, tu vois, tu ne pourras pas aussi générer cette économie-là de promoteur. Mais pour le développement de la carrière de Bakary, je pense que maintenant, il faut passer ce cap-là. Ça a été très bien fait jusqu'au début de la carrière. On rappelle qu'il a commencé très, 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 très tôt sa carrière pro, parce que c'est avant 18 ans au Luxembourg notamment. Maintenant, c'est un nom. Il est hyper connu par le grand public. Tu vois, quand il y a un combat de Bakary, bah, tu vois que c'est différent de beaucoup d'autres boxeurs en France, même les grands noms de notre sport. Donc, il faut qu'ils aillent chercher l'adversité qui va lui permettre d'emmagasiner l'expérience pour pouvoir euh, rivaliser potentiellement avec les mecs qui sont vraiment au niveau mondial. Mais c'est une équation compliquée quand même, Dylan. Tu vois ce que je veux dire tant que tu veux le faire boxer en France, tu ramènes pas des grands noms en France. Hein. C'est mort. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et la boxe en France est dans une mauvaise passe. Et j'ai eu la chance d'en parler avec un mec qui me coachait et qui s'appelle Rufino Angulo. Et je pense que 90% des gens qui nous écoutent connaissent pas, malheureusement. Mais qui a été un très très grand light heavyweight français dans les années 80-90. Et qui a fait un titre mondial contre Virgil Hill. Juste à côté de chez moi, dans une petite ville à Villeneuve-d'Ornon, en Gironde, dans une salle des fêtes, quoi. Et il a réussi à faire venir Virgil Hill là. À l'époque, il était promoteur aussi de ses propres fights. Et on en a parlé il y a pas très longtemps, où il me disait que l'état de la boxe en France aujourd'hui, c'est une catastrophe. Lui, il essaye de continuer la promotion, mais il me dit c'est horrible ce qui se passe. Ça intéresse plus personne à part les galas locaux. Tu vois, bon, pareil, le club de Villeneuve-d'Ornon, justement, fait un super taf et les galas sont toujours pleins. Il y a du monde, il y a de l'ambiance et tout. Mais sinon, faire des gros combats en France, effectivement, on n'a pas les bourses pour. Parce que bah, ça intéresse pas assez de gens. Et même trouver un diffuseur, c'est compliqué. Parce que les exemples que je te prends, c'est une époque où tu avais Belmondo au premier rang et c'était diffusé sur France 3, tu vois, le fight. Donc c'était quand même c'était pas rien. Mais donc je suis d'accord avec toi et je suis conscient aussi de tout ça et de ces problèmes-là. Et Issa, effectivement, le père de Bakary, qui est son promoteur, fait un super taf avec ce qu'il a. Et je suis d'accord qu'il brise un peu les barrières et les trucs établis et poussiéreux qu'on peut trouver souvent dans la boxe anglaise. Mais néanmoins, effectivement, la solution, c'est peut-être de l'envoyer à l'étranger, c'est peut-être je sais pas, mais je trouve qu'à ce moment-là de sa carrière, Ortiz, pour moi, alors, c'est certainement pour le garder actif et parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Hein. Je pense que tu as raison dans ton analyse, que en fait, tu n'as pas le choix, tu peux faire venir Ortiz, mais je suis à peu près sûr que tu peux quand même faire venir un peu meilleur qu'Ortiz, malgré tout, tu vois. Quand même un peu meilleur, parce que je vois la dernière carte qu'il y a eu, par exemple, à Marseille en décembre 2023, ou la carte qu'il y avait eu à Nantes, ça devait être peut-être de l'année d'avant ou quelque chose comme ça, avec Soulé, Christian, etc. à l'époque, et Sabé, tout ça. Ils avaient fait venir quand même des adversaires solides, tu vois. Tu peux quand même faire venir des mecs qui sont pas forcément calibre mondial et tout, hein, parce que c'est pareil, Bakary n'en est peut-être pas là dans sa carrière non plus. Mais tu peux faire venir des mecs un peu plus solides parce que de toute façon, ça va lui desservir à un moment donné de pas affronter des mecs de son niveau, tu vois. C'est comme ça que tu apprends, c'est en affrontant des mecs même à l'entraînement, en te tapant avec des mecs plus forts que toi ou au moins à ton niveau. Là, le problème, c'est qu'il va, depuis El Moussaoui, justement, il va rouler sur tout le monde parce qu'il boxe des mecs qui sont quand même vraiment pas à son niveau, qui au pire vont tenir 6-7 rounds parce qu'ils vont avoir un menton en granit et qui vont être en mode bon, bah, je fais la tortue, tant pis, puis on va voir ce qui se passe. Comme ça peut arriver, par exemple, je sais pas moi, à Naoya, tu vois. Naoya, ça lui arrive, ça, des fois. Euh, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de très beaux combats à faire, même contre des mecs pas très connus, mais qui sont peut-être un peu plus au niveau de Bakary et qui vont lui permettre de se développer. Après, une fois que j'ai dit tout ça, bravo Issa et merci quand même de faire ce qu'ils font pour la boxe. En France, ça, on l'enlèvera jamais. Les boxeurs français et les promoteurs français qui font des gros événements en France et qui tentent des trucs, on respectera toujours ça et on les encensera toujours. Là, vraiment, je parle juste du point de vue sportif où je pense qu'on n'est plus à ce niveau-là de sa carrière à Bakary. Et tu as raison quand même, j'allais rajouter sur ça, parce que tu as raison là-dessus. Tu peux quand même faire venir, à mon avis, mieux que ça. Sans faire venir les têtes d'affiche de cette KT, qui en plus, Super Welter, on l'a répété assez ces derniers mois, c'est un bac à requin, hein, vraiment. Mais tu vois, je pense à David Papo, qui quand même a fait venir l'an dernier des Josh Wagner, John Miguez, c'est pas des noms connus, mais c'est des boxeurs qui étaient ultra solides, tu vois, avec des titres internationaux en jeu. À Nantes, il les faisait venir. Donc il y a moyen de faire venir un peu plus haut en truc. Et parce que le problème qu'on a, et ça va nous faire rentrer dans la discussion, Kabir, du classement, c'est que maintenant que tu es numéro 1, on rappelle, devant lui, il n'y a plus que Sébastien Fundora, qui est le champion WBC donc dans Super Welter.
et Vergil Ortiz Jr., qui est le champion intérimaire WBC, qui continue de défendre sa ceinture intérimaire. Bon, les subtilités et les joyeusetés de la boxe. Mais le problème, c'est qu'il se passe un truc, je sais pas. Enfin, tu vois, Ortiz, finalement, il lui enlève la ceinture, je sais pas quoi. Il prend une autre route, il y a quelque chose, il y a machin. Et t'es appelé. Parce que t'es le numéro 1. Et que, voilà, il faut bien avoir le mandatory et que c'est toi le numéro 1. Le gap entre affronter Alejandro Ortiz et potentiellement Sébastien Fundora ou Vergil Ortiz, il est vertigineux, Kabir, le gap. Ouais, il est bien là le problème. Et comme tu dis, étant donné que là, t'es censé aller chercher plus haut, ça va être compliqué face à des combattants de cet acabit-là. Et justement, ça aurait été mieux d'avoir une trajectoire un peu plus modérée. Et il y a des adversaires qui pourraient être à sa portée. Quand tu regardes un peu le classement, c'est vrai qu'on dit qu'on pouvait aller chercher loin, mais même en restant dans un niveau européen, justement, dans les combattants qui sont dans le classement WBC, tu as Josh Kelly, un nom qu'on avait déjà mentionné. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu avec Dylan combattre dans la grosse carte de Wembley. Le combat entre Dubois et Joshua, et on s'est dit, ouais, c'est un combattant, super welter, il fait le taf, britannique, il boxe bien. En gros, en termes de combat, ils sont au même stade de leur carrière. Josh Kelly, c'est 17-1-1. Donc tu te dis, bon, c'est à peu près des combattants du même acabit, un duel franco-britannique. C'est des combats qui auraient du sens, de la légitimité, sportivement, il y a tous les intérêts qu'il faut. Et puis, ça fait monter un bon step pour te préparer pour un combat pour le titre. Mais là, comme tu le dis, avec tous les micmacs des organisations, s'il se retrouve champion intérim par email, comme on dit, et qu'il doit soit défendre sa ceinture intérimaire, soit faut affronter Fundora, ça peut être un très 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 gros gap. Et on lui souhaite d'y arriver, mais franchement, comme tu le dis, hein, c'est un bac à requin. Moi, ça me choque que par exemple, Madrimov il soit bien en dessous de lui dans le classement, tu vois. Des combattants comme Madrimov qui ont réussi à faire une guerre nucléaire Madrimov, courait fort, Chouk, pas démérité que Sergei Boichuk. Tim Skidoo et tout, oh là là là, c'est terrible. Moi, je trouve ça chaud quand même. Je me dis, comment, en ayant affronté des adversaires, comme tu dis, que tu lises depuis El Moussaoui, qui sont des adversaires qui sont bons, hein, mais c'est Wade Ryan, Rourke Knapp, comment, en les affrontant et en les battant, tu prouves à leur gars que tu es le numéro 1 WBC, tu vois. Après, c'est la WBC, et on en parlait, et big up à Pipa, avec qui on en parle aussi en privé. Il me disait, c'est dommage que ce soit la plus connue, et que ce soit leur gars qui fasse les trucs les plus chelous, les plus dégueulasses comme ça, tu vois. Parce que ça donne une mauvaise image de la boxe. Et même si ça donne l'avantage à un Français, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est un peu un cadeau empoisonné, le fait de l'avoir mis numéro 1 WBC à ce moment-là de sa carrière. Mais tu vois, Ouais. Bakary, il a plein de qualités aussi. Il a un physique, t'en parlais tout à l'heure, Dylan, qui est hors norme pour ces catégories-là. Je l'ai toujours dit, moi, je pense qu'il va finir plus ou moins vite chez les moyens, à mon avis, avec ce physique-là. Il a aussi, voilà, quand ça touche, ça fait très mal. Il a beaucoup de puissance. Il a aussi des défauts de la jeunesse à corriger encore. Son utilisation de sa filichette, je la trouve pas toujours très judicieuse. Techniquement, il y a aussi des scories à corriger. Mais on va être clair, je vais être clair, Dylan. Il est très très loin aujourd'hui du niveau d'un Fundora ou d'un Vergil Ortiz Jr. C'est pas la même planète à l'heure où. Ah oui, mais puis il a 22 piges, donc c'est pas grave à la limite qu'il soit à des années-lumière de deux mecs en fait. Parce que bon, moi je pense même que Ortiz est au-dessus de Fundora, mais Fundora est quand même un vrai champion, avec un vrai niveau de champion. Parce que ça arrive, ça, des fois, j'allais dire en boxe, mais ça arrive dans tous les sports de combat, ou moment un peu particulier, génération particulière ou route particulière, et le champion est pas bon, voilà, il avait pas un niveau de champion, et finalement tu sais même pas s'il va réussir à défendre sa ceinture une fois ou deux. Fundora, c'est pas le cas, il a vraiment un niveau élite. Pareil pour Ortiz, qui est même peut-être un cran en dessus, encore une fois. Il est en plus, la route WBC, c'est pas la plus facile. Alors il y a aucune route qui est facile chez les super welter, donc comme ça au moins le choix est difficile à faire quoi qu'il arrive. Mais effectivement, là, à l'instant T, il est à des années-lumière de ce niveau-là, et c'est normal, pour le coup, parce qu'il a que 22 ans, parce qu'il a pas de carrière amateur, on rappelle aussi. Parce que, par exemple, un mec comme Josh Kelly, effectivement, il est à peu près au même nombre de combats, mais il est olympien. Je crois qu'il est médaillé de bronze, un truc comme ça. Donc c'est des mecs qui ont une grosse carrière amateur, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure sur Wardley contre Parker aussi, ça. Donc, il part avec plus de retard quand il commence la boxe pro à 17 ans, Bakary. Et ce qu'ils ont réussi à faire en l'espace de 5 ans, c'est impressionnant, parce qu'ils ont réussi à taffer sur ses capacités. Moi, je l'ai vu boxer 2-3 fois Bakary en bordering, en table presse. C'est des coups de fusil à pompe, hein, par contre. Hein. À chaque fois qu'il ne serait-ce qu'un jab, c'est un coup de fusil à pompe. Donc, il y a vraiment beaucoup de qualité. Je pense que ça peut devenir un très très grand boxeur, mais le problème, c'est que maintenant, à ce moment-là de sa carrière, et peut-être que son prochain combat, ce sera cette direction. Peut-être que c'est le dernier combat un peu contre un faire-valoir sans manquer de respect à Ortiz.
Mais à ce moment-là de sa carrière, peut-être qu'il faut commencer à affronter des mecs qui vont lui donner du fil à retordre, mais vraiment pas juste des mecs solides. Pas juste des mecs qui vont encaisser pendant 7 ou 8 rounds. Non, des mecs qui vont le pousser dans ses retranchements, qui vont faire un combat des combats dégueulasses, qui savent faire un combat dégueulasse, qui vont l'empêcher de développer sa boxe. Un peu comme avait fait El Moussaoui, hein, qui l'avait empêché de développer sa boxe et tout. Et c'est comme ça qu'il peut apprendre Bakary et qui peut se rapprocher petit à petit de ce niveau-là, de cette élite, en plus qui est dans une catégorie vraiment, enfin c'est dans une catégorie de fou là. Les super welter là en ce moment, je pense que dans des top 2, top 3 des catégories les plus relevées. Ouais, là où comme tu le dis, toutes les routes elles sont galères, hein. Tous les champions Ouais. ils sont galères. C'est-à-dire que peu importe l'orga que tu choisis pour aller chercher la ceinture, le chemin et la ceinture, ça va être compliqué de l'avoir. Mais tu vois, tu disais faire valoir, c'est pas lui manquer de respect ou quoi, à Alejandro Ortiz. Mais en fait, en plus, la complication, c'est qu'on sait même pas sur quoi un Ortiz peut tester Bakary. On va pas se mentir, je vous ai pas demandé avant, mais personne n'a jamais vu Alejandro Ortiz boxer entre nous trois. Vous êtes d'accord? Il est jamais sorti. C'est la première fois qu'il sort, hein. Il a toujours Voilà. boxé chez lui. Il a toujours boxé au Venezuela, dans un gymnase près de Je chez sais même lui. pas si c'est diffusé, ouais. Kabir, il a pas de photo sur BoxRec. C'est sûr ça pourrait être un autre mec, on saurait même pas que c'est. Ah. T'imagines? À l'ancienne. Ah, mais- Putain. Sans déconner, en vrai, t'en rigoles, tu vois, c'est le bon mec, tu vois, on n'est pas dans une théorie du complot, mais en vrai, t'en sais rien, le mec qu'ils ont mis dans le face-off, aucun de nous a la preuve que c'est Alejandro Ortiz. En fait, Imagine, il ramène Virgil Ortiz, justement, c'est son Ouais, indu. Ah bah non, on nous a dit Ortiz, on a envoyé Ortiz. Hein. Ah ouais, Ils l'ont ramené, on n'a pas ramené le bon. ok. Ah, C'est difficile, hein. mais voilà, c'est pour le sourire. Et ces classements, oui, ils ont quand même, bah, voilà, c'est les guéguerres entre fédés, c'est les trucs, mais ça n'a aucun sens, quoi. Vous disiez Boachuk est numéro 7, Madrimov est numéro 8. Donc le top 3, donc c'est Bakary qui, je pense, c'est trop tôt. Et comme tu dis, les adversaires qu'il a affrontés, pour moi, ne donnent pas la légitimité de monter numéro 1. Mais c'est pas de sa faute, là. Tu vois ce qu'on dit, c'est pas de la faute de Bakary, hein, c'est la WBC qui l'a mis là. Ah non, bien sûr. Non, c'est pas. Lui, il a rien à, on n'a rien à lui reprocher là-dessus. Le numéro 2, c'est Keith Thurman. Parce qu'il voulait le faire affronter Fundora. Alors, le combat devait être ce week-end d'ailleurs. Ça devait être le 25 octobre et ça a été donc reporté là. Keith Thurman, numéro 2 WBC, c'est un champion chez les welter. Il a deux combats, et donc 2 victoires pour le coup, dont une contre Mario Barrios, qui est quand même le champion WBC chez les welter actuellement. Donc c'est pas une victoire dégueu, loin de là. Mais deux combats en 6 ans et 3 mois depuis la défaite contre Pacquiao en 2019. C'est une dingue. Ouais, mais Il est c'est parce nul. que champion WBC de la catégorie d'en dessous, tu connais. Les WBC, quand tu montes, t'as des privilèges dans tous les sens. Ouais. 6 ans. Le numéro 3, c'est Callum Walsh, irlandais. D'ailleurs, parenthèse, je suis pas sûr que Bakary batte pas Callum Walsh. Si on les met dans un. Ouais, là, il y a débat. Là, il y a vraiment débat. Par Mm. contre. Ouais. Je suis vraiment pas sûr. Mais Callum Walsh, même tu vois, dans leur délire de ce qu'ils font parfois et des choix un peu bizarres. Mais en vrai, d'où tu laisses ce gars-là, qui va être une des égéries de Zuffa Boxing, c'est annoncé, c'est le chouchou de Dana White depuis des années, Callum Walsh. Et donc Dana a chié sur tes organisations, a dit qu'il s'en foutait de tes ceintures WBC et de tes trucs. Donc Callum, il va jamais aller faire la ceinture. Lui, ce qu'il veut avoir maintenant, c'est la ceinture Zuffa Boxing. Ça va être ça son délire dans quelques mois à Callum Walsh. Donc même pourquoi tu le laisses là en vrai? Tu vois, quitte à faire tes magouilles et tes trucs. Mais dégage le mec dont le patron est en train de t'insulter depuis des mois. Ça n'a aucun sens. C'est délirant. Mais après, je vais rester poli, mais Mauricio, c'est un suceur. Hein. Pardon, mais je vais rester poli. Enfin, voilà, mais Mauricio Suleiman. Et pareil, je l'ai croisé quand même sur 2-3 events. Et croisé pas juste le soir du fight, croisé pendant la fight week, croisé en off et tout. Mauricio Suleiman, c'est un délire. Hein. Attention. Hein. En termes d'hypocrisie, de faux sourires, de machin et tout, il va me faire un procès l'autre, j'espère qu'il regarde pas les vidéos en français, mais attention, Mauricio Suleiman, attention au bonhomme, hein. Parce que là, avec ce qui est en train de se passer entre Turquie, Dana, TKO et tout, le Aliact, tout ça, ils sont en train de rendre complètement inutiles les fédés, les orgas qui du coup sont les maîtres étalons et ce qui sont censés être les gens qui gèrent justement le fait que le promoteur ait pas le droit enfin que la ceinture ait pas le droit d'appartenir à un promoteur. Hein. Normalement, les fédés sont là pour gérer tout ça en fait, pour superviser tout ça. Ils sont en train de tout détruire et l'autre il garde Callum Walsh, il continue à lécher le fion de Turquie allègrement, mais alors vraiment comme si c'était un gâteau au chocolat. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, tu vois. Enfin, vraiment, Mauricio Suleiman, c'est pas possible. Moi, je peux plus Mauricio Suleiman. Non, c'est vrai qu'on a un Turquie à te compte, mais on devrait avoir un Mauricio Suleiman à te compte parce que lui aussi, il fait pas mal de dingueries et comme tu dis, un peu. On en parlera dans notre deuxième sujet, mais le fait que petit à petit, tu vois, tous les chéquiers que Turquie est en train de construire d'un point de vue médiatique, sportif, organisationnel, le fait qu'il soit aidé
par ce personnage qui, du coup, gère la fédération la plus populaire, enfin, populaire dans le sens imaginaire collectif. Je trouve ça très dangereux pour la suite et je me dis, ouais, on est en 2025, si ça continue comme ça, vraiment, dans 5 ans, la boxe telle qu'on la connaît sera pas du tout la même. Organisation et but non lucratif, la WBC, je rappelle. Voilà, juste, je rappelle. Parce qu'il Voilà, non, mais c'est tout. Du coup, quel est l'intérêt du coup d'aller manger le fion de Turquie puisque tu es à but non lucratif, donc c'est OK. Donc les 3% que tu prends sur les bourses, tu t'en fous, que ce soit 50 000 ou 50 millions, tu vois. Enfin, je sais pas, hein, vu que c'est à but non lucratif. Bref. c'est pas. Ouais. Et en vrai, ils aiment bien nous faire ça, en vrai, la WBC. Combien de temps il a été numéro 1, Billy, avant d'avoir la ceinture intérimaire? Bah, Et que tu savais qu'il allait tout ça. tu savais qu'il affronterait. Attends, je finis. Billy, tu savais qu'il affronterait jamais Canelo. Il se passe quoi dans la catégorie d'en dessous de Bakary? C'est qui le numéro 1 depuis oui. longtemps? C'est Souleymane Sissoko. Et ils se préféraient donner Et il se fait sauter par qui? par Il se fait Pacquiao. sauter par Pacquiao. Voilà. Donc, tu vois, donc, en plus, même, tu vois, on dit ça, il est numéro 1, on disait, sur un micmac, il peut se faire appeler, mais Bakary, il peut aussi rester numéro 1 pendant 3 ans sans que les mecs le calculent parce qu'ils ont parce qu'ils font d'autres micmacs pour mettre d'autres mecs sur les combats, de titres. Ça peut aussi arriver, ça. Et je rebondis finalement, c'est même pas impossible que ce soit une situation confortable pour lui, enfin, dans le sens pour sa carrière, où il pourra toujours vendre ses combats comme en étant, ouais, je suis numéro 1 mondial, ben voilà un combat de plus en France pour pouvoir asseoir ma domination. On le vendra et bon, je vais aller doucement, mais on le vendra comme une demi-finale mondiale dans les médias, tu sais, on va dire, tu vois, et en fait, ça peut limite l'arranger, hein, cette situation-là. Mais par contre, on connaît les micmacs de la WBC. S'il y a un pépin, comme tu le dis, si Virgil Ortiz il décide de tailler et que du coup la ceinture elle devient vacante, il pourrait être promu par mail, donc il pourrait y avoir des systèmes qui feraient qu'il deviendra même champion. Et tu vois, on peut partir sur 4-5 ans avec un système comme ça, où tu auras un Bakary Samaké qui serait numéro 1, voire même champion, sans avoir eu énormément d'adversité. Et le jour où il voudra avoir une ceinture légitime, la ceinture légitime, la ceinture World, s'il garde le chemin de la WBC, ben, si Fundora est encore là, ou en tout cas si c'est un mec aussi dangereux que Fundora qui est, ça peut être compliqué le gap. C'est marrant. T'es numéro 1 et il peut tout se passer. Pendant 3-4 ans, tout peut arriver, quoi. Et t'as raison, peut-être que ça peut être aussi une situation où il va, lui, prendre des combats de plus en plus haut parce qu'il a cette place-là, et puis que finalement, il progressera jusqu'au moment où il aura un vrai gros combat et il aura été un peu dans une situation confort parce qu'il est, tu vois, il est numéro 1 et il protège cette place-là pendant longtemps, où il reste Voilà, en dans termes de ce marketing, ça peut lui convenir aussi, hein, d'être positionné comme numéro 1. J'ai 22 ans, je suis numéro 1, et puis voilà. Et voilà, et peut-être qu'il ira du coup pour son premier combat broad, enfin vraiment aux États-Unis, pour un combat pour aller conquérir le titre au moment qui lui paraîtra opportun. Il faut voir aussi la stratégie côté Issa. Tu vois, on ne sait pas trop, mais c'est juste que moi, ce qui me surprend, c'est la position qu'il a par rapport aux autres. Et encore une fois, et je reprécise, ça n'a rien à voir avec lui. Et lui, je sais qu'il est pas responsable. C'est pas lui qui a fait la demande pour être numéro 1, tu vois. Mais c'est plus l'orga et le système que je critique dans tout ça. Ouais. Non, bien sûr. En tout cas, voilà, force aussi à Bakary pour son combat de samedi. Bien sûr. Et puis, bah, quitte à avoir un adversaire dont c'est pas trop ce qu'il veut, mais fais-nous un statement. Mais dégomme-lui la tête Au cas où. rapidement. Fais un highlight qui va faire le tour de la planète boxe. Et puis, ça permettra de continuer à renforcer ce nom et l'envie de voir des gros combats et peut-être la possibilité d'avoir des gros combats. Donc, samedi soir, Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois. Ceux qui y sont, en fait, vive la boxe. N'hésitez pas à y aller. Ça fait toujours plaisir, même s'il y a un gros combat de MMA en face. C'est toujours important de mettre. Ouais, vous regardez sur le portable depuis les tribunes, vous regardez sur le téléphone. C'est pareil, samedi, je suis au stade, il y a UBB Bayonne, je pense qu'il y aura le téléphone qui tournera quand même avec le MMA. On fait les deux en même temps, allez. Ouais, Si vous pouvez aller au Exactement. Palais des Sports, allez-y. C'est le monde moderne, Dylan. On peut être multi-écran aujourd'hui, même en live. très bien. On a fait le tour pour Bakary. On passe au deuxième thème de l'émission. C'était les poids lourds, je l'ai dit en intro. Et notre accroche actu, bien sûr, t'en as parlé tout à l'heure, Dylan, c'est ce championnat WBO intérimaire des lourds. Ce sera ce samedi soir également, mais à Londres, au 2 Arena, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais. C'est à l'O2, ouais. Joseph Parker contre Fabio Wardley. Déjà, Dylan, toi qui aimes beaucoup les poids lourds, qui aimes beaucoup Parker aussi, il te hype pas mal ce combat entre Parker et Wardley. On espérait Parker contre Usyk, ça se fait pas. On va expliquer pourquoi. On va faire le point sur cette KT et tout ce qui se passe en ce moment. Mais quitte à pas avoir Usyk, ça te hype que Parker prenne Wardley? Bah, en fait, alors ça me hype, oui, parce que j'aime beaucoup Fabio Wardley. Que sa dernière prestation contre Justice Unie était médiocre, pour dire le moins, jusqu'à son KO au 10e, où il perd tous les rounds, je pense, avant cette énorme droite en contre monstrueuse. Euh,
ça me hype parce que avant ça, il y a quand même un combat contre David Adelai qui est un super combattant. C'était le combat entre les deux prospects, quoi, et Wardley l'a atomisé. Ensuite, il y a eu le combat contre Fraser Clark qui était vraiment un banger monstrueux, le 1, qui était vraiment dans les combats de l'année pour moi, qui finit sur un draw. Et il y a la revanche où Wardley assassine Clark. Allez voir le KO si vous l'avez pas vu. D'ailleurs, allez voir le Allez voir premier la fight aussi. Et allez voir la tête de Fraser Clark il lui démet la mâchoire. On dirait qu'il a fait un AVC. Et ça, c'est pareil. Wardley, il a 2 fusils à pompe à la place des mains. Donc c'est intéressant. Maintenant, on sait ce que est capable de faire Parker contre les mecs qui ont des fusils à pompe à la place des mains, puisque ses 3 derniers combats, c'est Wilder, Zhang et Bacolé. Bacolé, si on peut appeler ça un combat. Merci Martin de manger un peu plus de salade la prochaine fois dans l'avion. Parker, non, Parker trop fort, je pense, pour tout le monde dans la KT. Je maintiens, hein, pour moi, il bat Kabayel, il bat tout le monde. Et en fait, Wardley, qui a une trajectoire un peu particulière, qui est pas aussi technique du coup que les autres, parce qu'il a pas de carrière amateur du tout, Wardley. Il a commencé il a commencé à 22 ans dans les white collar boxing. Et en gros, le white collar, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est une expression anglaise. Tu as les blue collar et les white collar. Les blue collar, c'est ceux qui travaillent, c'est les ouvriers. Les white collar, c'est les cadres, ceux qui travaillent dans les bureaux. Enfin voilà, en gros, c'est par rapport au col de la chemise. Et aux États-Unis, dans les années 80, ils ont inventé ce truc-là, le white collar boxing, où en gros, c'est des combats inter-entreprises qui sont considérés comme des combats amateurs. Il y a une fédération spéciale qui gère ces combats. Il y a des règles spéciales établies. Et Wardley vient de ça, donc lui, Angleterre, mais il vient de ce truc-là. À 22 ans, il a commencé le white collar boxing. Et en fait, il mettait tout le monde KO parce qu'il est naturellement puissant, naturellement athlétique. Donc il est passé assez rapidement pro, et depuis il fait quand même une belle carrière, hein, 19-0, un draw du coup, 18 KO sur ses 19 victoires, c'est pas dégueu. C'est un énorme frappeur, vraiment. Mais techniquement, il est peut-être en dessous de ces mecs-là qui ont des grosses carrières amateurs et qui ont même des gros pédigrés de championnat du monde en pro et tout. Mais en même temps, si tu prends là actuellement le top 10 The Ring, qui est encore le classement qui fait référence, même si on aura des trucs à dire, le champion, c'est Usyk. Le premier, c'est Tyson Fury. Alors, en gros, t'es dégagé au bout d'1 an d'inactivité des classements The Ring. Donc, Fury, c'est pour dans 2 mois, quoi. Voilà. Ensuite, t'as Parker, qui est numéro 2. Donc, voilà. T'as Kabayel, qui est numéro 3. Mais je crois que Parker, Kabayel, ils veulent pas que ça se fasse. Ni l'un ni l'autre, à mon avis. Dubois, qui est numéro 4. Bah, c'est pas faute d'avoir essayé. Puisque c'était le combat qui était prévu à la base, hein. On rappelle avant que Dubois se retire pour des raisons complètement inconnues et que Bacolé rentre au dernier moment. Il y a Ergovic qui aurait pu être un combat intéressant pour le coup. Et il y a Wardley qui est 6ème. Et après, derrière, Jean qui est 7ème, il a déjà battu. Bacolé qui est 8ème, il a déjà battu. Itoma, pour moi, c'est vraiment trop tôt. Enfin, il y a les pianos avec Itoma. Et Ajakba qui est pour moi à 10 000 km de ce niveau-là. Donc Wardley, en fait, c'est presque le mec avec Ergovic, c'est les 2 mecs les mieux classés que tu peux affronter. Et il y a un truc qui est intéressant, et qui montre la folie de la boxe, c'est que Wardley est champion intérimaire WBA et Parker est champion intérimaire WBO. Donc ça va être un combat d'unification intérimaire. Alors là, attention, faut taffer là, faut faire mouiner. Donc on va unifier 2 ceintures intérimaires. Donc celui qui gagne va avoir la ceinture WBO et WBA intérimaire, devient mandatory dans 2 fédés. Donc en fait, là, Usyk a parlé il y a pas longtemps, donc je te laisserai après développer, Alex, parce qu'il a dit plein de trucs intéressants sur la suite de sa carrière. Mais juste sur ce point-là, bah du coup il dit oui, notre prochain adversaire sera Parker ou Wardley, le vainqueur. Bah oui frérot, là par contre, si le mec il est mandatory dans 2 fédés, ce qui arrive quand même rarement, effectivement tu vas pas avoir le choix. Sinon tu perds 2 ceintures et pas qu'une que tu pourras pas reprendre pour refaire un undisputed. Donc c'est un choix qui est logique. Ils sont tous les deux, enfin ils sont tous les deux, je pense, au bon moment de leur carrière pour faire ce combat. Wardley, ça peut être le combat de sa vie. Et Parker, s'il allume Wardley, je pense que c'est ce qui va arriver, il s'assoit vraiment comme le top de la KT, parce que pendant que Kabayel combat pas, bah, lui, il met KO Wardley, tu vois. J'avais le sourire d'Ilan. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'avais le sourire d'Ilan Ça, parce oui. qu'il y a un petit truc, c'est qu'il sera peut-être pas mandatory WBA, parce que tu sais qu'à la WBA, il y a un champion régulier Ah oui, il y a, s'appelle- oui, il y a Poulet. qui s'appelle Kubrat Pulev. C'est génial, la WBA. C'est vraiment. Ouais, bah, lui, il sera jamais mandatory. Kabir, je te donne t'allais rebondir, je te donne la parole, vas-y.
Ouais, non, j'étais grave d'accord avec ça et je trouve ça vraiment dommage pour Parker. Justement, le fait qu'il soit aussi dans cette position-là, à être en galère finalement, à quémander un combat pour le titre. Ça a toujours été compliqué chez les lourds de pouvoir avoir, d'être le mec qui bat le mec. Mais comme tu l'as dit, tu as fait un rapide panorama du top 10 des poids lourds. C'est clairement lui le plus légitime. C'est clairement lui le plus légitime. Un combat qu'on aurait kiffé avoir, évidemment, c'est Kabayel ou Dubois. Mais voilà, Dubois, il avait mal au ventre, à ce qui paraît. Et Kabayel, ça va pas se faire. Donc, effectivement, si tu devais choisir dans le top 10 un combattant légitime, ça va de soi que ce soit Wardley. Pour moi, je suis un peu plus partagé sur l'opposition Wardley-Parker, sur le fait que Parker il va dégommer Wardley, parce que voilà, Wardley, même s'il n'a pas eu l'adversité que Parker a eu, il n'a pas eu la difficulté des combats que Parker a eu. Je pense que on l'a vu lors de ses précédents combats, j'ai l'impression que c'est vraiment, tu sais, le poids lourd un peu à l'ancienne qui est capable de vraiment éteindre un combat assez rapidement. Il n'a pas forcément le one punch, mais il est capable d'instaurer une pression, de te mettre dans tes derniers retranchements et de te faire galérer et de finir le combat assez rapidement. Donc, on a vu, Parker, il est ultra à l'aise face à des combattants de ce style-là. À ma plus grande déception contre Bacolé, ça s'est passé assez rapidement. Donc, on peut avoir un combat ultra expéditif avec un Parker qui arrive à outboxer un Wardley qui trouve pas de solution et qui fait finir, hein, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier, un Parker, c'est vrai que c'est un beau boxeur, mais il fait super mal, mine de rien. Donc, ça peut être un combat qui peut aller à sens unique. Mais comme tu le dis, Wardley, il est dans une phase de sa carrière où c'est le combat de sa vie. Et je pense que pour lui, c'est le combat à ne pas perdre. Parce que tu vois, Parker, pour moi, tu le dis, en gagnant, il asséra sa domination. Pour moi, je pense que tu connaisses plus ou moins, que tu sois à fond, que tu connaisses pas du tout. En vrai, quand tu regardes le classement, c'est que c'est Parker le plus légitime. C'est lui le plus légitime. Par contre, Wardley, lui, il a vraiment une pièce à jouer. Parce que s'il arrive à secouer un peu Parker et s'il arrive à créer la surprise en le battant, là, toutes les cartes seront redistribuées et je pense que ça va être très compliqué, et surtout par rapport à ce qui se passe actuellement avec Usyk et la position qu'ils essayent de lui mettre, enfin, en tout cas, le rôle qu'on essaye de lui donner là médiatiquement depuis quelques semaines. Je pense que là, d'ici quelques mois, ça pourrait redistribuer pas mal de cartes, ce combat. Mais Wardley, je mets une nuance sur ce que tu as dit, là, Kabir. Wardley, c'est pas le combat à pas perdre. Wardley, il a tout à gagner. Parker, il a tout à Mm, perdre. Parce que lui, il est dans la tout à fait. position, tu vois, où il attend ce combat contre Zik. Lui, il peut pas perdre celui-là. Et c'est les poids lourds, on le sait. Hein. Et Wardley, il t'en met une bien placée et plein menton. Tu peux aussi tomber. Par contre, oui, je suis assez d'accord quand même. Moi, je vois quand même une énorme classe d'écart entre les deux. Je pense que Parker est pas de la même classe qu'un Fabio Wardley. Et ça peut aller assez vite, en vrai. Ça peut éteindre la lumière vite ou être un combat très dominant de Parker. Tu vois, je le mets quand même très gros favori, Dylan, sur ce combat-là. Mm. Ouais, moi aussi, mais surtout, en fait, c'est la dernière prestation de Justice contre Justice Uni qui est un peu le même type de boxeur, avec des gros guillemets, que Parker, mais très technique pour un poids lourd, des mains rapides. Et vraiment, enfin, si vous avez l'occasion, alors c'est pas un combat extraordinaire, donc voilà, mais Wardley se fait vraiment surdominer par Andy Round, quoi. C'est vraiment, il voit pas le jour. Il se fait surdominer, et il a cet equalizer dans la main droite qui fait qu'il arrive à éteindre et à gagner le fight, mais c'est très très compliqué pour lui, ce combat. Il se fait vraiment surdominer. Et Parker, il est quand même 3 classes au-dessus de Justice Uni, tu vois. Ouais. Donc, même en termes d'expérience et tout. Et d'ailleurs, je rebondis sur un truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Kabayel est plus légitime que Parker, ou il pourrait poser plus de problèmes à Usyk que Parker. J'entends beaucoup ce truc-là entre Parker et Kabayel et tout. Encore une fois, j'adore Kabayel, je l'ai vu combattre 2 fois en plus en bordering, et notamment contre Frank Sanchez, qui était un combat de fou, et qui était un 50-50 ultime, et Kabayel avait fait un fight monumental. Il a un travail au corps qui est monstrueux et tout. Je maintiens ce que je dis, Parker est plus légitime, ne serait-ce que par son passif, ne serait-ce que par les noms qu'il a accrochés. Sur la forme du moment, pour moi, déjà, il est plus légitime. Sur l'activité, bon, là, ça fait un an qu'il a été inactif, mais bon, c'est pas faute d'avoir. En plus, j'en ai parlé avec lui, c'est pas faute de demander des combats tous les jours, hein, parce qu'il court vraiment après les fights. Pour le coup, Parker et toute sa team, et c'est tout le monde qui le fuit. Je. Enfin, il a quand même accroché des noms à son palmarès. Il a affronté des mecs, enfin les Chisora 2 fois, les Dillian White, les Anthony Joshua, Andy Ruiz, parce qu'il a déjà été champion du monde WBO, Parker, il y a 7 ou 8 ans, tu vois, 2016 ou un truc comme ça. Mm. Donc il y a 9 ans, contre Andy Ruiz. Enfin, je veux dire, c'est un mec quand même qui a roulé sa bosse, qui a fait un combat d'unification contre Joshua. C'était le premier mec à l'époque à emmener Joshua à la décision et tout. Enfin, il a vraiment un pédigré qui lui permet aujourd'hui de dire oui, bah alors c'est bien, Kabayel, c'est très fort. Par contre, tu vas attendre ton tour. Là, c'est à moi. Voilà. Et là, parce qu'il a réussi à faire en plus sa résurrection, où là, s'il bat Wardley, ça fait quand même 4 combats de rang très, très, très solides, là, quand même, hein. Parce que Wilder, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est fini et tout, certes. Au moment où il affronte Parker, Ah, on va mais pas pas. réécrire l'histoire. Wilder, c'était le numéro 3 de la KT. Voilà. Mm. C'était Pas le sur ce numéro 3. moment-là.
Voilà, et il était classé numéro 3 The Ring. Tout le monde disait que Parker allait se faire allumer en 2 rounds. Il était favori à 90%. Le Wilder, c'est parce que Parker l'a défoncé qu'après, derrière, il a perdu contre Jang que tout le monde a dit bon, bah, c'est bon, il est fini. Mais à la base, ce combat-là, Wilder était ultra favori. Je te dis, c'était encore le numéro 3 ou 4 de la KT, peut-être. Et le but, c'était de faire Joshua Wilder pour savoir qui allait affronter le vainqueur de Usyk Fury. Enfin, voilà, on va pas réécrire l'histoire. Et du coup, Parker, il a quand même cette légitimité-là. Et ce combat-là, moi, je suis d'accord, il a tout à perdre. Donc le fait qu'il prenne ce combat, pour moi, c'est comme quand il a pris le combat contre Bacolé. Il faut avoir une énorme paire de coronets pour dire je monte dans le ring avec un mec qui peut m'éteindre à tout moment et j'ai pas grand-chose à gagner parce que autant contre Daniel Dubois, il y avait la ceinture IBF en jeu. 24 heures avant, t'apprends qu'en fait Dubois est malade, et t'as jamais eu de preuve ni rien. Bon, et il affronte Usyk 6 mois plus tard. Bon, voilà. T'apprends qu'il est malade et t'as Bacolé qui dit, enfin le mec te dit, bon, on va te filer Bacolé. Merci le bourbier de fou. Et lui il dit oui direct. Et il le dit en direct en plus. Enfin, il est en train de se faire interviewer. Il y a un mec qui arrive qui dit bon, il y a Bacolé qui peut remplacer. Il dit ouais, bon, let's go, je m'en fous, je prends n'importe qui. Alors Bacolé, bravo d'avoir step up aussi, alors que 3 jours avant, il était en train de faire des shadows entre les bus. Donc bravo. Mais vraiment incroyable. Enfin, Parker, pour ça, il y en a plus beaucoup des mecs comme ça, je trouve, chez les poids lourds. Des mecs qui calculent pas, qui prennent tout sans hésiter, alors qu'ils ont tout à perdre, alors qu'ils sont numéro 1 du classement, alors qu'ils ont une ceinture intérimaire. Enfin, tu vois, ils ont un poste de mandatory. Enfin, ouais, franchement, chapeau. Et je pense qu'il y a 25 places d'écart. Mais j'aime beaucoup ce fight malgré tout, parce que c'est comme les fights de Wilder à une époque. T'as un peu ce truc où tu trembles quand même tout le fight en te disant il suffit que l'autre il lance sa droite au bon moment et c'est fini, tu vois. Et ça, j'aime bien. Ça va nous permettre de faire un point sur les poids lourds global, les gars, parce que tu as un peu entamé ça aussi Dylan. Tu l'as dit, c'est une caté où on a 3 champions intérimaires, hein, puisque on a Parker à la WBO, on a Wardley à la WBA avec un champion régulier, avec Poulev en plus, on a Kabayel à la WBC. Seul l'IBF n'a pas de champion intérimaire. De toute façon, ils en font, l'IBF, c'est pas leur délire. Par contre, c'est un délire aussi, puisque l'IBF, si tu regardes le classement, il n'y a pas de numéro 1. Donc le premier challenger à l'IBF, c'est Derek Chisora. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Elle est... Frank Sanchez. Ouais, exactement. Derrière, c'est Frank Sanchez. Donc, c'est compliqué. WBC, derrière Kabayel, qui est le champion intérimaire. Le numéro 1, c'est Laurent Sokoli. Une nouvelle fois, on vous a parlé des classements WBC depuis le début, mais enfin voilà, what the fuck, hein, on va pas se mentir. Et côté WBA et WBO, le numéro 1 derrière les champions intérimaires, c'est Moses Thomas, dont tu parlais tout à l'heure, le petit prodige qui est en train de monter. Le futur de cette catégorie, on vous en a déjà parlé dans Jabenouk. Qu'est-ce qu'on fait en vrai? Usyk, c'est pas comme Fury. Ça fait pas un an qu'on l'a pas vu dans un ring, on l'a vu en juillet. On l'a vu en juillet contre Dubois, il nous a encore régalé. Ça fait 3 mois seulement, tu vois. On n'est pas non plus à lui dire faut que tu combattes tous les 3 mois Alexander Usyk, surtout à ce moment-là de ta carrière. La WBO voulait ce combat contre Parker, voulait implémenter ce combat contre Parker. Il a eu une dérogation pour blessure. Derrière, on l'a vu danser en boîte de nuit. Je pense qu'à la WBC, c'est ce qu'on disait, c'est ton employeur qui voit une vidéo de toi alors, en vacances sur les réseaux alors que tu es en arrêt maladie, tu vois. Enfin, en arrêt. Ouais, voilà, c'est un peu ce délire-là. Turki Al-Alchik, du côté de l'entité voilà, Riyadh Season, The Ring, voulait faire Moses Thomas. C'est sa volonté, il l'a dit face au micro. Usyk, lui, vient de dire qu'il ne veut pas faire Itoma. Parce qu'on comprend, nous, dans l'épisode sur Itoma, vous en avez parlé, pour nous c'est trop tôt. Enfin, tu vois, ça peut vraiment très, très mal se passer pour lui. Résultat, ces dernières semaines, tu commences à en parler, Kabir, et je sais que Dylan, c'est un point où tu vas rebondir derrière moi, mais les mecs de The Ring font une campagne de dénigrement d'Alexander Usyk. À commencer par Max Kellerman qui dit que son résumé est très léger. Ouais, ok, t'as fait 2 fois Fury, t'as fait 2 fois Joshua, t'as fait 2 fois Dubois, mais tout va bien. Ton résumé, il est léger. T'aurais pu taper qui d'autre en vrai? C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Tu vois, moi, quand j'ai dit là, tout ce contexte-là, Usyk, il a dit, il reste 1 ou 2 combats, si je retiens bien, peut-être même qu'un, hein, c'est parce qu'il Là, avait il a dit deux avant 5. Dubois, non? Alors, Ah oui, c'est là, vrai, il a dit ça, 5. Il y t'as a eu un truc, ouais. raison. Ouais, Ouais. t'as raison. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine, à votre avis, c'est que la prochaine fois qu'on voit Usyk dans un ring, c'est face à qui, Dylan? Bah, le vainqueur de Parker Wardley. Je crois, en fait, il y a Sergei Lapin qui est le meilleur ami d'enfance et le conseiller, le co-créateur de RT Fight et tout. Enfin, vraiment, c'est le mec le plus proche de Usyk. Qui a dit dans une interview récemment que il comptait faire 5 combats finalement. Usyk, il était revenu sur sa position. Après, il voulait partir à la retraite à 41 ans, qui voulait créer son académie de combat pour former les jeunes, tout ça, et qui voulait pas de Itoma, et qui voulait prendre le vainqueur de Parker Wardley. Et je pense que là où
le bas blesse, et là où ça a très 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 énervé The Ring, à mon avis, c'est qu'il a dit non seulement qu'il voulait pas Itoma, mais aussi qu'il voulait plus de Fury, qu'il voulait plus entendre parler de cette histoire de trilogie. Il a battu 2 fois Fury, c'est bon. Enfin là, Fury, il est parti à la retraite, il revient, machin. Il a dit ça nous amuse plus. Et je pense qu'aussi ils ont fait un point et qu'ils se sont rendus compte que Usyk il avait pris 150 millions juste en bourse en l'espace d'un an, et qu'il n'a pas besoin d'un troisième combat contre Fury parce qu'entre les sponsoring, les trucs et tout, il est à l'abri là, il est très largement à l'abri. Même le combat contre Itoma, ça a dû faire un sacré chèque contre Itoma, contre Dubois. Donc je pense que c'est là où le The Ring Magazine, qui veut faire Itoma ou Fury, a dit bah non, on rentre en campagne contre Usyk pour le dénigrer, parce que là vraiment ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Wade Concept, qui est un YouTuber spécialisé Misfit. Misfit, c'est le truc des influenceurs box, enfin de la boxe des influenceurs en Angleterre. Donc c'est là où vous voyez, comment il s'appelle l'autre là, KSI contre je sais pas qui. À chaque fois que vous voyez des extraits de 2 mecs qui sont dans un ring de boxe et on dirait ils savent pas se battre, on dirait qu'ils ont jamais mis des gants, bah c'est Misfit, voilà. Où il y a des mecs qui se tournent, qui tombent par terre, enfin des trucs, des highlights de... Enfin c'est vidéo gag, le bordel. Bah c'est Misfit. Ce mec-là, il est spécialisé là-dedans, et là il a commencé à dire que Usyk, finalement, bah, peut-être que c'était pas si ouf que ça au niveau du résumé, que le fait de fuir Itoma, bah, c'était du ducking, et que juste, bah, en fait, Usyk, c'était comme les autres, c'était un duck. Enfin, voilà. Ah bon? Bah, on parle de Alexander Usyk. Enfin, là, tu te dis, attends, chelou. Enfin, bah, reste du coup à la boxe des influenceurs, toi, viens pas parler avec les grands. Et juste après, tu as Max Kellerman, qui lui a une voix beaucoup plus respectée dans le monde de la boxe, dans le nouveau Inside the Ring, le podcast de The Ring Magazine, donc là, Turquie en marionnettiste derrière, qui nous sort. Ouais, c'est vrai que le résumé du Zik est pas si ouf en termes de poids lourd, machin et tout. Et nous, on avait déjà eu le débat avec Kabir il y a longtemps. Quand on était chez Fight Minds, on avait fait une vidéo sur le top 10 des poids lourds de tous les temps. À l'époque, j'avais pas mis Usyk dedans, et j'avais dit, pour moi, c'est encore un peu court pour le mettre dans le top 10 des poids lourds de tous les temps, parce qu'il n'a pas assez de combats en poids lourd. Entre-temps, il a rebattu Fury, et il a battu Dubois une deuxième fois, qui était champion, et enfin, donc du coup, j'ai changé d'avis sur la question. Pour moi, il rentre dans le top 10. Mais je comprends la réflexion, le début de la réflexion de Kellerman, mais la façon dont c'est fait dans ce contexte-là, c'est vraiment pour dire, bon, Usyk, en fait, il est pas si ouf. S'il veut devenir un des plus grands poids lourds de tous les temps, faudrait que soit qu'il réaffronte Fury, soit qu'il batte Thomas. Mais putain, mais c'est fou ça, on a compris. Et là, The Ring, vous allez voir, pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines semaines, et pendant les prochains mois, ils vont tout faire pour dénigrer Usyk, parce qu'en plus, ils veulent pas de Usyk Parker, ils l'ont dit. Ils le disent ouvertement. Et ça, c'est pareil, mais c'est pas que t'en veuilles ou pas. Vous êtes The Ring Magazine, vous délivrez une ceinture, vous. Fermez-la, en fait. Enfin, c'est quoi ça, on n'en veut pas. Et donc, comme il y a un conflit d'intérêts là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils veulent faire sauter le Ali Act, on vous a déjà expliqué tout ça, comme il y a un énorme conflit d'intérêts entre Riyadh Season et The Ring Magazine, bah du coup, c'est le bordel. Voilà, parce que le promoteur est aussi le détenteur de la ceinture. Enfin, plus ou moins, puisque Turquie a acheté The Ring Magazine en nom propre, on rappelle, et Riyadh Season, c'est un truc gouvernemental. C'est un fonds d'investissement étatique. Donc, il y a un souci énorme dans ce qui est en train de se passer, parce que faire une campagne de dénigrement de Alexander Usyk d'entre tous les boxeurs qui existent aujourd'hui, putain, faut avoir des joues monstrueuses là quand même. Parce qu'on est devant un all-time great, tout le monde s'accorde à dire que le mec il est monstrueux, qu'il fuit personne et tout. Et là, vous commencez vraiment à minimiser ses exploits? Non, non, non. Pas d'accord ça. Ouais. Bah, c'est illégitime, et je pense que c'est aussi dû au fait que bah, Alexander Usyk, il est en position de pouvoir faire ce qu'il veut. Et ça dérange. Je pense que ça dérange vraiment The Ring et plus largement Turquie. Le fait que il est en position de faire ce qu'il veut au vu de sa carrière, et que du coup, il arrive à renverser la tendance et à avoir du poids sur la balance là où tous les autres ne pourraient pas. Et en fait, c'est aussi pour ça, on en parlait, hein, de ce fameux, dans les fameux débats de qui tu dois affronter après. En fait, Usyk, il est dans une posture où même s'il s'arrête maintenant, comme tu l'as dit, peu importe où tu le classes, peu importe dans quel classement, panier tu le mets, tu peux pas parler. Tu peux pas parler quand tu vois son run chez les cruisers, tu vois son run chez les lourds. En vrai, il n'y a pas matière à parler, il y a pas de débat possible. Et justement, tu as parlé d'all-time great, je trouve que c'est le bon terme qui est approprié. C'est un boxeur qui est tellement générationnel, tellement bon, qui a tellement surclassé les autres de sa catégorie à cette époque-là, qu'on essaie de le placer dans d'autres époques pour pouvoir essayer de se dire est-ce que ça match ou pas. Donc, dans cette posture-là, déjà, tu sais que il a toutes les positions et toutes les décisions qui sont en sa faveur. Et vu que lui, il va pas dans le sens des The Ring, forcément, eux, ils vont aller contre lui, et c'est malheureux parce que, comme tu le dis, The Ring, c'est devenu un mélange, un micmac de médias, plus, enfin, qui est dirigé par le mec qui promeut, plus le mec qui met en avant la boxe à sa manière. Donc, c'est devenu assez étrange comme mélange. Et donc,
Usyk, lui, il est en posture de faire ce qu'il veut et ça dérange The Ring. Et donc, je pense que c'est la principale raison pour laquelle on a une grosse campagne de dénigrement. Mais malgré ça, je suis content qu'il soit toujours en position de faire ce qu'il veut et que malgré ça, il reste quand même le champion légitime et qu'il puisse faire prendre qui il veut. Et je pense que, ouais, le fait qu'il, je sais, on ne sait pas trop qui il veut prendre, mais le fait que s'il aille vers la direction de Parker et qu'en tout cas, qu'il ne veuille pas prendre ni Thomas ni les autres, bah ça dérange beaucoup The Ring. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est The Ring, même historiquement, avant Turquie, c'était Oscar de la Hoya, hein. Donc c'était aussi un promoteur. Sauf qu'il avait tellement moins de moyens que Turquie. Turquie, en ce moment, il est en train de faire The Ring, en fait, un truc qui dicte la façon dont doivent penser les gens, tu vois, entre le podcast, comme tu dis, avec Kellerman, Coppinger, entre les annonces de fight à travers ces journalistes-là et ces machins, en fait, ils dictent beaucoup plus, tu vois, la tendance que les gens doivent penser en boxe. Et c'est là où ça devient, le conflit d'intérêt devient beaucoup plus dangereux pour le coup. Mais c'est intéressant, l'idée qui est plus, comme tu l'as dit, Dylan, qui est plus 5. J'ai du mal à croire qu'il fera encore 5 fights. 3, 4 peut-être. 5, j'ai du mal à y croire, mais bon, s'il le fait, il le fait. Mais ça devient intéressant parce que tu peux te dire, bon, il prend le vainqueur de Parker Wardley. Je pense qu'on a à peu près tous, si vous avez entendu, on pense que ce sera Parker. Donc tu prends Parker. Tu peux prendre Kabayel derrière. Il y a ce petit truc, tu disais Dylan, des body shots où certains disent ce sera peut-être dangereux. Pareil, j'y crois pas trop, mais c'est légitime. Il est champion intérimaire, WBC. Enfin, tu vois, il est sur un bon run. Ça peut être légitime de prendre Kabayel. Et si ça se fait, si c'est là, tu es dans un timing où ça se fait Parker dans 6 mois, Kabayel 6 mois plus tard, peut-être même 8 à chaque fois. En vrai, si 8 mois plus tard, tu prends Itoma, pourquoi pas si Itoma a fait quelques victoires depuis, tu vois. Moi, ça me fait beaucoup Ouais. plus de sens que prendre Itoma maintenant, tu vois. Et ça pourrait être plutôt légitime à ce moment-là qu'ils prennent Itoma. Et on l'avait dit, je rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode qu'on avait fait sur Itoma, on avait dit, et si tu le prends à un moment, parce que peut-être qu'Itoma, il va régner sur les lourds, une fois que toute cette génération elle sera barrée, il va peut-être régner sur les lourds pendant plein d'années. Et en fait, peut-être que ce sera cool pour Usyk d'avoir en ligne verte sur son box rect, d'avoir Moses Itoma, tu vois. Et que dans 50 ans, les historiens diront, ah, il a battu le mec qui derrière a été, tu vois. Et ce sera peut-être un truc en plus pour. Mais dans ce cadre-là, moi, ça me dérange pas tu vois, dans ce timing-là, je suis pas du tout dérangé qu'il affronte Itoma. Moi, je suis d'accord. Dans deux Faut sens. pas être à jamais, hein. Il y aura toujours il y aura toujours un gars. Même si Ouais, mais s'il peut-être bat alors Thomas, peut-être pas chez les lourds, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Chez les lourds, il y a peut-être ce truc de comme c'est à maturité tardive, si c'est pas un mec qu'on a vu venir là maintenant, peut-être que tu auras pas un autre prodige de 19 ans qui va popper de nulle part non plus, tu vois? donc tu C'est dis Parker, puis Kabayel, puis Thomas, puis après il a nettoyé la catégorie. Il y a plus personne. Ouais, t'arrêtes. Bah, il reste qui? Il reste, et après tu as Ergovic, Zhang, Bakolé par exemple qu'il a pas affronté. Bon, je pense que c'est un combat horrible pour les 3. Enfin vraiment. Et Kabayel en plus il combat en janvier en Allemagne d'ailleurs. Ça a été annoncé là hier. Il fait un homecoming en Allemagne. Donc c'est marrant parce qu'il y a quand même Parker Wardley qui est pas Riyad et qui est pas. Il doit y avoir un sponsoring Riyad Season, mais qui est pas sous l'égide de la Riyad Season. Kabayel qui va combattre en Allemagne, je pense que c'est pas non plus sous l'égide de la Riyad Season, peut-être un petit sponsoring, voilà. Ça c'est intéressant, je trouve. Si je peux me permettre, Hearn qui rentre en conflit ouvert, parce que là vraiment il est en conflit ouvert avec TKO. D'ailleurs, Dana, va falloir apprendre à respecter les gens parce que Dana White hier qui fait une sortie en disant ah ouais, vous étiez où les Hearn pendant 40 ans, ces 40 dernières années quand la boxe était en train de mourir. Ah bah c'est difficile de dire ça à la famille Hearn quand même. Parce que c'est quand même, ils font partie de ceux qui ont tenu la boxe à bout de bras. Et le retour de la boxe dans les stades, le 2017, le Joshua Klitschko à Wembley. Turquie, c'est personne ne le connaît à cette époque-là, hein. Turquie, c'est même pas ce que c'est la boxe, hein. Donc, hein, tranquille. On va respecter un peu les gens qui étaient là avant quand même. Parce que bon, moi j'aime pas forcément Hearn, l'être humain, tout ce que vous voulez et tout. Par contre, faut respecter un peu ce que les gens ont fait quand même avant que tu arrives. On va pas brûler les idoles aussi vite quand même. Donc, ouais, non, mais enfin, tout ça pour dire, oui, après, s'il lui reste 3 combats, tu fais Parker, Kabayel, Thomas. Et puis, soyons fous, tu redescends en cruiser où tu vas foutre une branlée au pétaya, tu prends le titre undisputed en cruiser et puis tu pars dans le soleil couchant sur le dos de Jane Jumper, on n'en parle plus, tu vois. Ah, vous tirez trop, les gars, vous tirez trop sur la corde. Il est vieux, laissez-le finir. Même là, il peut s'arrêter, hein, moi, ça me va, hein. Ah, mais moi aussi. Ça me va aussi, bien sûr que ça me va aussi. Mais s'il a envie et qu'il y ait de soucis de continuer, voilà. En tout cas, ouais, je sais qu'on est tous les trois d'accord que Fury 3, ça n'a aucun sens, même si les mecs pareil, de Riyad aimeraient pousser parce que ça fait un chèque en plus. Par contre, tu vois, ça ouvre, citer le nom Tyson Fury ouvre un truc, deuxième, comme on fait le point global sur les lourds, on a parlé du Zik, mais est-ce que vous savez, c'est quoi la caractéristique de cette année
et c'est la première fois que ça se passe depuis 2008. Depuis 2008. Ouais. C'est la première année où on n'a pas de combat, Fury n'a pas combattu, mais. ni de combat de Fury, ni de Joshua. C'est la première année depuis 2008 qu'on verra ni Fury, ni Joshua dans un 2025. Et c'est quand même, tu vois, une génération très Changement de génération. lourd. Ouais. Il y a une sorte de bascule importante. Alors, où est-ce qu'on en est avec eux? Fury, il a dit qu'il voulait revenir, mais que pour Usyk. Donc, nous, on a réglé le débat. En tout cas, vous savez ce qu'on en pense. Joshua, qu'est-ce qu'on en fait de Joshua, là? Parce que ça parlait donc d'un événement en Afrique, possiblement début d'année. Là, j'ai vu, vous Ouais. avez vu, Eddie Hearn, il a réservé un truc au Ghana le 20 décembre, un stade. Ouais, mais c'est pas pour. Voilà. Non, c'est pas pour Joshua. Non, c'est pour. Merde, putain. J'ai oublié. C'est pour un autre boxeur originaire d'Afrique, de son écurie. Joshua, c'est février, je crois. Ils l'ont annoncé en février. Et pareil, il a réservé un stade. Et je crois que le deuxième, c'est peut-être pas au Ghana. Enfin, il a réservé un stade pour février aussi. Donc ce serait février Joshua en Afrique. Bah, tu vois, alors, on ne sait pas ce que ce sera. Je pense que ce sera un combat de reprise, de retour. On avait évoqué possiblement, tu vois, même un Tony Yoka, hein, qui d'ailleurs, pour le coup, dont la famille a des origines d'Afrique. Enfin, tu vois, tu as un truc qui peut faire sens aussi d'avoir ce combat-là là-bas. Mais en vrai, on l'a déjà dit ici, mais on va le répéter comme c'est notre point sur les lourds. Mais tout ça, tout ce qu'on entend de ces deux mecs-là, le seul sens que ça a, c'est d'avoir enfin Joshua Fury à Wembley, non? En 2026. Bah ouais, hein. Quand tu prends les Lego et que tu te dis où tu peux les caler, c'est le seul truc où je pense que les deux ont à gagner. Les deux ont une pièce à gagner et les fans ont à gagner. Parce que bah, Fury, lui, c'est l'argent seulement. La ceinture, je sais pas si lui-même il y croit. Joshua, je pense qu'il y croit encore la ceinture, mais voilà, c'est compliqué, hein. Il y a que des tueurs dans cette catégorie. Et donc là, il a voulu tester un gros potentiel, un gros talent, et ça c'est pas passé. Contre Usyk, c'est pas passé non plus. Donc là, pour lui, je pense que ça va être de faire enfin ce combat qui sera fait trop tard, évidemment. Et ça, c'est notre plus grand regret, mais qui sera fait. Et à Wembley, les 96 000, ils sont remplis, hein. T'entends, je te dis, un Joshua Fury. Tu retournes, ouais, comme tu dis, tu parles de 2008, mais voilà, et 10 ans, 15 ans en arrière, c'était déjà quelque chose qu'on voulait voir. Donc, qu'on le voit maintenant, on est dégoûté, mais qu'on le voit quand même, ce sera cool. T'imagines à l'époque où on aurait pu le faire pour l'Undisputed? Oh là là. Trop bien que ce soit arrivé avec Usyk, hein, du coup, parce que le combat était sublime, vraiment, qu'ils ont réussi à vraiment bien le vendre et tout. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Mais putain, Fury Joshua Undisputed à Wembley. Oh là 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 là. Magique. Ça aurait été quelque chose quand même, parce que c'était. Enfin, je sais pas si les gens qui rattrapent la boxe maintenant, je pense, se rendent pas compte, mais vraiment. Ouais, ça fait depuis 2015, je pense, depuis que Joshua a pris le titre British Heavyweight contre White, où on se dit, bah c'est bon, c'est Fury Joshua. Il y a pas d'autres, et ça va faire 11 ans, quoi. Tu sais que même les premiers articles, j'avais vu passer un truc, le premier article qui évoque ce truc-là, c'est juste post-JO. C'est 2012. Waouh, ouais. C'est fin 2012, 2012. ouais. Ouais. C'est la première fois que c'est évoqué l'idée de à terme, il y aura sans doute un gros combat à faire entre Anthony Joshua et Tyson Fury. C'est fou, quoi. Enfin, il faut que ça arrive. En vrai, ce serait vraiment une tâche, je trouve, sur cette génération de lourds britanniques, qu'il n'y ait pas ce combat, quoi. Oui. Ouais. Ouais, Ce serait ce moche. serait dommage. Et même s'il arrive trop tard, hein, franchement, faudrait qu'il se fasse ce combat. On sera tous contents de le voir. Ah, ils vont Ouais, prendre 150 millions chacun en plus, enfin, ils peuvent pas dire non, tu vois. Et puis ils sont plus à un moment de la carrière, ils ont plus leur zéro, ni l'un ni l'autre. Enfin, tu vois, il n'y a plus d'excuses là. On s'en fout, tant pis. Hein, tu vois, c'est pas grave, hein. On y va, on règle la plus grande rivalité de la boxe britannique lourde, enfin de la boxe poids lourd britannique peut-être de tous les temps, honnêtement. On y va, quoi. Tu vois. Là, les fans, enfin ouais, ça fait 10 ans qu'on se gratte tous à attendre ce fight. Il aurait pu arriver pour l'Undisputed, il aurait pu arriver pour le titre unifié. Enfin, il aurait pu arriver 40 fois dans l'histoire, en fait. Quand tu recoupes un peu leurs deux parcours, Après chacun de leurs combats, hein. Ouais, T'aurais pu ouais, le caler après c'est chacun de ça. leurs combats. C'était Pour les 10 dernières années, il aurait eu une légitimité, il aurait eu un enjeu différent. Comme tu le dis, si c'était pour l'Undisputed, évidemment que ça aurait été 1000 fois mieux. Mais peu importe le moment de leur carrière, ils auraient pu se prendre et ça aurait été incroyable. Et là, bon, bah, écoute, on prend, on est gourmand, donc on a les combats qu'on peut avoir grâce à la Riyadh. Ah oui, non, bah, on prend et on sera on sera dans le stade, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas de s'ils le font pas à Wembley après, bon là je pète un scandale, mais s'ils le font à Riyad celui-là. Mais tu le fais à Wembley, l'ambiance c'est un stade de foot là, je vous le dis, hein. Parce que Fury et Joshua, ils ont tous les deux des vrais gros supporters qui sont diamétralement opposés. Donc c'est match de foot, vraiment. L'ambiance là, laisse tomber. Vraiment, ils avaient. Enfin,
Ils ont tout tenté à un moment, hein. Il y a même Keenan qui est intervenu, hein. Souvenez-vous des vidéos de Fury, enfin, tu vois, ils ont été jusqu'à faire intervenir les mafieux. Donc, enfin, ils ont tout tenté pour ça. Et pareil, il y avait Mmh. un mec qui notait, je sais plus, mais qui tu sais, Eddie Hearn, chaque année, il fait ses wish lists des combats qu'il veut faire dans l'année. Oui. Et je crois qu'il y a déjà eu 8 fois ou 9 fois où il disait, il faut que cette année, on fait Fury Joshua. Bah, depuis 2015 ou 2016, tous les C'est un, Je sais pas. c'est un running gag, tu vois, en fait, et voilà, il faut que ça arrive, ce truc-là. Et sur ce point, comme Usyk a dit, enfin, que ses proches ont dit possiblement 5 combats, c'était une dernière question. Là, c'est sur mon conducteur, c'est la question pour vous faire gueuler. Mais ça m'amuse pour le divertissement de vous faire gueuler, messieurs. Euh, sur ces 5, s'ils veulent le faire juste pour s'amuser un peu et remettre un nom qui aura marqué quand même son époque, même il est vraiment plus à son prime, qui était déjà pas un prime de boxeur exceptionnel. Si je vous dis, si Usyk fait Wilder un jour, ça vous intéresse pour le divertissement? Non, Non. rien à foutre. Bah, alors vraiment, et même avec tout le respect que j'ai pour la carrière de Deontay Wilder, frérot, non, remonte pas sur ce ring. Tant pis. Enfin, reste. Non, 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 non. Parce que Ça Wilder, passe. ça va lui enlever. On a vu Usyk Dubois. Je pense que Wilder, ça va lui enlever des années d'espérance de vie, là. Ouais. Vraiment. Il y a pas d'intérêt sport. Même divertissement, je pense plus que Wilder, il a le bagou qu'il avait avant, hein, tu sais, il Ouais. va sur le ring, il prend son billet, il rentre, tu vois. Je pense qu'il y a 3 4 ans, quand il avait encore la dalle, ça aurait donné des conférences de presse de ouf. En plus, tu sais, Usyk, c'est un personnage, il est un peu cryptique. Oui. Tu sais, ça aurait été un peu lunaire, les conférences, ça aurait été cool, mais là, en vrai, ce serait juste deux mecs qui sont arrivés au pinacle de leur carrière et donc qui se respectent. Et en fait, limite, j'ai l'impression que Wilder, on aurait vendu ça à Wilder, est-ce qu'il peut encore? Mais ça n'a pas trop de sens. Franchement, je trouve que ça n'a pas trop de sens, hein. Bah, sur les 2 derniers fights, on a vu qu'il avait plus, quoi. Et c'est ça Ouais, qui est c'est ça. dommage. Mm. Tu me dis Usyk Wilder juste avant Wilder Parker. Ouais. Ça m'aurait peut-être excité, bah, je me serais dit, bon, est-ce que s'il le touche une fois, est-ce que ça suffit, tu vois? Mais là, on sait que Usyk trop évasif. De toute façon, moi, je vois personne. À part si vraiment là je le rattrape d'un coup, mais je vois personne battre Usyk, moi, vraiment, personne. Parce qu'il va partir, il peut faire 5 combats de plus, il partira quand même invaincu. Ses qualités chez les lourds se retrouvent nulle part ailleurs. Et peut-être dans 2 3 ans, s'il fait Itoma, C'est et que ça. du coup Itoma est dans la force de. Enfin, il sera toujours pas dans la force de l'âge, c'est ça qui est terrible en plus. Mais que Itoma a pris de l'XP, qui continue à upgrader là, c'est son opposition. Là, il y a eu White, s'il continue un peu à monter, à monter, à monter. Pendant 2 3 ans, s'il nous fait 3 combats par an, qu'il arrive du coup avec 10 combats de plus sous la ceinture, et que Usyk, bah, du coup, il en a fait que 2 ou 3 combats, et qu'il est quand même, il aura 40 ans, tu vois, 41 même peut-être. Il y a un monde où C'était ça. ça passe. C'est Mais pour ça que dans sinon, ton narratif, c'est pour ça que dans ton narratif où tu disais Parker, puis Kabayel, puis Sitoma, j'étais pas trop content parce que je me dis, attends, si je fais les calculs avec le timing, le temps que les contrats se fassent, qu'ils récupèrent de leur fight, Usyk, il le prend à 41, 42. Itoma, ah, c'est vrai, il sera même. vieillit pas, c'est fou, frère. Ah, il sera pas à son C'est prime. comme Crawford. Ouais, mais ça va être C'est compliqué, comme hein. Crawford, il vieillit pas, Usyk, c'est un truc de fou. Les mecs, ils vieillissent pas. C'est hallucinant. Vraiment, ils sont meilleurs à chaque fight. Enfin, Ah, t'as vu l'autre, il a 38 ans, t'as vu ce qu'il a mis à Daniel Dubois, qui lui, pour le coup, est dans la force de l'âge. c'est une Ce dinguerie. qu'il lui a mis, sans déconner. Non, mais, Puis, et puis, j'ai au, revu le au moins, fight, là, il y a 3 jours, il l'humilie pendant tout le fight. et puis au moins, Kabir, au moins, bah, si c'est dans ce timing-là, tu as un peu de suite. Tu vois, si c'est Usyk Itoma demain matin, on n'a aucun doute sur qui va Ah ouais. massacrer, tu vois, qui va prendre Hmm. cette victoire. Au moins, tu auras peut-être un petit. C'est c'est vrai que dans 3 ans, tu auras plus de sel. Je suis d'accord. Tu te diras, en fait, parce que, en plus, je l'avais dit même la dernière fois, enfin, lors du dernier combat d'Usyk, la seule chose qui peut battre Usyk, c'est le temps, hein. Là, actuellement, en Encore. termes de boxeur, tu personne d'autre Eh, qui peut le battre. Et c'est le temps, le combat de trop. Et Itoma, ça peut être le combat de trop. Déjà, même Parker, hein, je kiffe Parker. Et même Parker, je dis pas que c'est le combat de trop, mais même Parker, Oui, ça peut être un bourbier, hein. ça peut Usyk est être un ultra bourbier, tu favori. vois. Je pense qu'Usyk gagne, hein, mais ça peut être un bourbier, ça peut être un combat Oui, compliqué. il peut le chatouiller, en tout cas, ça, c'est sûr. Et donc, je me Oui. dis, bon, tu me dis Parker Kabayel, j'y crois moi aussi. Je pense que c'est un peu. Kabayel, je le kiffe. Je suis moins dur que toi sur le niveau de Kabayel. Je pense qu'il est plus fort que ce qu'on croit, mais il a quand même pas sa place dans la discussion avec Usyk. Mais par contre, ouais, Thomas, dans 3 ans, Thomas qui a gonflé encore là, alors que un Usyk qui est vieillissant, à voir. Mais moi, franchement, je préfère qu'il s'arrête maintenant. J'ai pas envie de le voir. Ça me ferait mal. Ça fait mal d'assister à l'agonie d'un homme en or, comme quelqu'un dirait. Donc, Mais, c'est dur. et tu le sais, Kabir, hein, même pour les plus grands, hein, le temps, il est invaincu, hein. C'est le seul invaincu. Oui, oui. Le seul invaincu, c'est le Qui temps. gagne. Ouais, tout le temps, Il il boxe. boxerait qu'à la fin. Ce- Et le ce- boxerait, c'est dans 50 ans, justement, quand tu vas voir
Ah ouais, Thomas, il a perdu contre Usyk. Waouh, vas-y. T'es nul. Surcoté, Usyk, surcoté. Ouais, c'est clair. Putain. Non, ce sera. Ben ouais, t'as raison. C'est aussi des trucs d'héritage à un moment. Et oui, t'as raison. Il a plus ça, Wilder, c'est dommage. Mais au prime Wilder, les conférences de presse, le côté divertissement, c'est pour ça que je disais le mot divertissement. C'est tellement deux personnages de film, tu sais, qu'il y aurait eu un truc. Après, plus que Wilder, il aurait frustrant, trash quoi. talk Usyk, il aurait pas compris, et après, il aurait répondu bizarrement, et après, il y aurait eu des quiproquos sur quiproquos. Tu sais, Wilder, il aurait été agressif, Usyk, il aurait répondu en dansant, et ça aurait fait des interactions un peu comme Mais dans comme les avec Fury, hein. tu vois, ça aurait Comme été avec cool. Fury, hein. Avec Fury, c'était fou les conférences de presse, hein, Fury C'était Usyk, hein. lunaire. C'était monstrueux, hein. Ouais. Ouais. Et même Fury Wilder à l'époque. C'était très marrant aussi, tu vois. Ah ouais, bah putain, Fury Wilder, quelle folie. Le 1 là, oh là là là, quelle folie. C'est des c'est des personnages de films, c'est les poids lourds, hein, c'est nos poids lourds, c'est pour ça qu'on les aime, ils sont plus grands que la vie, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez rien d'autre à rajouter sur cette catégorie des poids lourds, voilà, donc on va voir ce qui va se passer par la suite, mais suivez ce Parker Wardley samedi soir à Londres, parce qu'en effet, il peut grande chance qu'il désigne le prochain adversaire du roi Alexander Usyk, et c'est tellement toujours un plaisir de voir Usyk dans un ring qu'on va voir qui va lui être réservé pour sa prochaine sortie. Messieurs, merci beaucoup pour ce nouvel épisode de Jab & Hook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. On vous a fait tout le déroulé la semaine dernière. Il y a beaucoup de gros combats qui vont arriver là en novembre et en décembre. Donc, on va avoir une actu chargée et beaucoup de choses à évoquer. Donc, on va se retrouver avec toute cette actualité. Merci Kabir. Merci Dylan. Merci à toi, Merci Dylan. à tous. Ciao, merci les gars. Et merci à tous de nous suivre comme chaque fois sur Jab & Hook. C'était l'épisode 18 et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré à la boxe. Ciao, salut à tous et à très vite sur Jab Life. Ciao, ciao.